Merci Franck, merci Jim pour ces quatre plutôt premières interventions. Alors moi j'aurais plein de questions, mais je suis sûr que la salle en a. Je ne veux pas monopoliser la parole justement et orienter le débat. Donc je vous laisse la possibilité en tout cas de commencer. Sinon je me prêterai au jeu si certaines. Il y a juste le micro qui arrive. Et je vous propose peut-être de prendre quelques questions, 2, 3 peut-être, de façon à ce que vous puissiez répondre par... Bonsoir, merci. Une question pour l'exposé de James Cohen, c'est qu'est-ce qui peut rester des propositions de policies si Bernie Sanders n'est pas le candidat démocrate ? Merci beaucoup, c'est très riche, tous les points de vue pour penser les gauches. Et je comprends votre présentation, mais par exemple, une catégorie très aujourd'hui, c'est la gauche du Mexique. Et ma question, c'est la suivante. Est-ce qu'on peut penser une gauche au Mexique qui serait un peu similaire à une gauche à la Bernie Sanders, étant donné les points en commun entre le Mexique et les États-Unis, et les difficultés de sortir d'une gauche beaucoup plus critique comme le zapatisme, qui aujourd'hui, dans la société du Mexique, est resté un petit peu écarté du reste du pays. Est-ce qu'on peut penser à gauche, un peu comme au Mexique, à le style américain, et que c'est pour ça qu'il y a trop gauche pour le Mexique? Je ne sais pas si j'arrive à m'exprimer, mais merci. Bonsoir. J'ai une question pour chacun des intervenants. La première, est-ce que c'est possible une gauche partisane en dehors du Parti démocrate aux États-Unis? Et la deuxième, pour essayer de faire un rapport entre les États-Unis et l'Amérique latine, est-ce qu'un nouveau référent de la gauche en Amérique latine aujourd'hui ne peut pas être, n'est plutôt celui de l'opposition d'une certaine gauche latino-américaine vis-à-vis de Donald Trump? Pas des États-Unis, pas du Parti républicain, mais plutôt les rapports ou la critique au gouvernement Trump. Vous commencez. Alors, qu'est-ce qui reste après la campagne de Sanders si Sanders se voit écarté de l'investiture? Ce qui n'est pas impossible, mais la bataille commence. Eh bien, ce qu'on a beaucoup remarqué ces derniers mois, c'est que des propositions qui sont parties à l'origine de la campagne de Sanders et beaucoup du syndicalisme, mais repris en charge par la campagne de Sanders, ont été un peu contagieuses, et d'autres candidats moins réputés à gauche ont repris à leur compte quelques-unes de ces propositions, même sous une forme un peu frelatée, mais néanmoins, il y a une poussée à gauche qui fait que c'est de ce côté-là que souffle le vent, et donc il y a des traits, des aspects du programme d'Elizabeth Warren qui reflètent un peu l'énergie de la campagne de Sanders, y compris chez les démocrates les plus modérés, entre guillemets, les plus centristes, entre guillemets, les plus à droite en réalité. Néanmoins, certains prendront en charge, ou en tout cas afficheront un mot d'ordre de salaire minimum national de $15 ou de fin de la dette étudiante, un certain nombre de propositions qui ont commencé à gauche et qui se répandent. Je pense que ces mouvements-là s'installent, ils sont là pour un temps. Il y a quelque chose qui va rester.
En dehors du Parti démocrate, qu'est-ce qui peut se passer? Eh bien, là, tout le problème est là. On a un système de scrutin qui ne laisse pas beaucoup d'espace pour des petites formations à l'échelon national ou fédéral, en tout cas. Localement, beaucoup de choses sont possibles. Cette militante socialiste qui s'est fait élire à Seattle n'a pas eu besoin du Parti démocrate pour cela. D'autres préfèrent entrer dans le processus des primaires du Parti démocrate localement, parce qu'une fois investis comme candidats, cela augmente leur chance d'être élus, tout simplement parce que nous sommes dans un système à un seul tour. Il y a vraiment très très peu d'espace pour les... Moi-même, j'ai mis longtemps à comprendre cela et à arriver au point où j'applaudis la démarche de Sanders, qui veut investir massivement cet espace informe et politiquement sans contenu du Parti démocrate pour lui donner un contenu, sachant qu'il y a aussi des intérêts qui veillent et qui ne veulent pas que cette aile-là du parti qui passe. Parmi... Si la candidature de Sanders ne marche pas, je suis persuadé que beaucoup de militants qui aujourd'hui poussent en faveur de Sanders vont avoir beaucoup de mal à s'enthousiasmer pour voter pour Joe Biden. Même si c'est face à Trump, ils vont devoir se faire violence pour en arriver là, vu la différence qui est abyssale qui sépare déjà Biden de Sanders, sans parler de Trump. Vous voyez, et je pense qu'à gauche de la gauche, parmi beaucoup de ceux qui travaillent dans cet espace du Parti démocrate aujourd'hui, il y a beaucoup qui songent ou qui ont déjà songé à créer un parti de gauche séparé, un parti socialiste. Je sais qu'à DSA, on y songe. On dit que c'est peut-être pas le moment, on n'est pas prêt, mais on doit préparer cela. On doit préparer le moment où on aura prêt à avoir des instances politiques nationales plus autonomes. Mais capables de gagner une élection nationale, là est le problème. Problème permanent. Dont je ne vois pas d'issue, tant que les institutions seront ce qu'elles sont. Deux candidats au moins, Sanders et Warren, appellent à la fin du collège électoral, c'est-à-dire le système de scrutin indirect pour le président. Et là, si on enlève ce verrou-là, s'il y a plus d'espace pour l'expression populaire, par une expression plus proportionnelle de cette volonté populaire, et bien, cela ouvrirait plus de possibilités. Comparer la gauche au Mexique avec la gauche aux États-Unis, c'est un vaste exercice. Je ne sais pas si j'en suis capable, même si je connais les deux pays et si je connais les deux gauches. Je connais aussi Morena, le parti politique de López Obrador, qui a une toute autre histoire. Moi, je pense, juste un mot là-dessus, sans abuser, j'ai lu Massimo Modonesi, dont le jugement sur López Obrador est déjà fait avant l'entrée en fonction du président. Il était déjà classé dans les expériences de révolution passive, etc. Et que, bon, en gros, c'était le PRI une fois de plus, ou le PRD une fois de plus. Moi, je pense qu'il se passe plus de choses du côté de López Obrador, même si... Alors, c'est une société qui est écrasée par la violence, c'est une société qui sort d'une longue nuit de violence dans une grande partie du territoire, où le problème de corruption est immense, et la marge de manœuvre de n'importe quel président, même plus à gauche de López Obrador, serait une marge de manœuvre très, très réduite. Donc, j'aurais tendance à vouloir donner un peu plus de bénéfice du doute à López Obrador au début de l'expérience, plutôt que de le classer dans les progressismes faillis. C'est pas un peu trop tôt pour ça. Pour continuer là-dessus, bon, je ne vais pas me faire l'avocat de Massimo Modonesi, mais effectivement, lui, en plus, pour le Morena et AMLO, donc, il parle d'un progressisme tardif. Ça, par contre, je pense qu'il a raison, et c'est une des difficultés de López Obrador, c'est que López Obrador, il arrive au pouvoir au moment où le reste des progressistes sont en reflux. C'est quelque chose que je n'ai pas du tout abordé, grave erreur. La question des intégrations, évidemment. La question de la coopération régionale, elle est essentielle. Elle a été essentielle à un moment donné pour les progressismes et les gauches latino-américaines. Et elle est essentielle aujourd'hui dans son détricotage. Et ça pèse énormément. Parce que comment penser la sortie du modèle extractiviste quand on est la Bolivie ? C'est impossible.
Si on est seul, c'est impossible, tout simplement. Par contre, si on commence à s'inscrire dans une coopération régionale, ça devient un peu plus... Le problème, c'est qu'en Amérique latine, les pays sont insérés plus ou moins de la même manière sur le marché mondial, et donc on sait bien, les intégrations sont très difficiles, notamment sur le plan économique. Mais en tout cas, pour revenir au Mexique, oui, l'arrivée de AMLO, ça se fait en déphasage, de manière déphasée avec le reste du continent. Et donc, il se retrouve dans une situation complexe sur le plan géopolitique, où il y a une montée en force des conservatismes, et voire des extrêmes droites, de Trump, évidemment. Trump, au Mexique, il est essentiel pour penser à la politique mexicaine. Malheureusement pour les Mexicains, très souvent, et dans ce cas-là, malheureusement pour les Mexicains. Et donc, je pense qu'on est dans le dilemme mexicain aujourd'hui, il est très complexe, je suis d'accord. Parce que si on pense, on a d'un côté, pour caricaturer, les zapatistes, c'est un remake du débat qu'il y avait avec John Holloway, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a maintenant, ça fait un moment, remarque, ça fait peut-être 10 ans, où Holloway avait sorti son fameux bouquin « Changer le monde sans prendre le pouvoir ». Enfin, c'est changer le monde sans prendre le pouvoir d'État, basé sur l'expérience zapatiste. Et il disait la seule manière pour la gauche latino-américaine de se renouveler, c'est de penser à partir de l'expérience zapatiste et de rejeter la figure de l'État, et donc l'illusion de prendre d'assaut l'État ou l'illusion de capter l'État par les élections. Et donc il faut construire localement, territorialement, par en bas, potentia contre potentas, etc. C'était ça. Aujourd'hui, d'une certaine manière, on se retrouve avec ce dilemme-là. Les zapatistes sont encore là et continuent quand même à résister, mais à une échelle qui est vraiment régionale. C'est-à-dire, leur projet n'a absolument pas changé les rapports de force. Oui. Enfin, localement, ils ont annoncé quelques extensions territoriales dernièrement. Ils sont toujours présents. Ils arrivent à s'organiser avec des problèmes économiques, etc. Mais ils n'ont pas changé les rapports de force au niveau fédéral. Et la violence continue à s'accumuler au Mexique, et la pauvreté, etc. etc. Et d'autre part, Morena et AMLO, ils se retrouvent, comme le disait Jim, je suis d'accord, avec des marges de manœuvre ultra limitées, et avec un programme politique aussi limité. Si on voit tous les conflits qu'il y a actuellement sur le train Maya, la question de la gestion des migrants qu'a imposé Trump au Mexique, c'est quand même terrible. C'est désastreux. C'est le gouvernement mexicain qui se retrouve à faire le garde-chiourme à sa frontière de la politique migratoire raciste, on peut dire, de Trump. Donc là, c'est vrai que les marges de manœuvre sont terriblement limitées, et le mécontentement, alors qu'on est au tout début du gouvernement, commence déjà à s'accumuler dans une partie des secteurs de la population mexicaine. Oui. Il y a des avancées sur le droit syndical, il y a des avancées sur le salaire minimum. Il y a eu des avancées, il a fait des gestes sociaux réels. Par exemple, il a promis de démilitariser le Mexique, mais en même temps, il a remilitarisé la police. Bon, mais en même temps, il est face à un problème capital, mais là aussi, c'est une vraie question. Donc, on a face à un dilemme, je n'ai pas de réponse, mais un dilemme très très fort. Et le troisième espace de la gauche mexicaine, c'est la gauche, disons, marxiste, anticapitaliste, mais qui est tellement minoritaire qu'elle pèse un peu sur le campus de la UNAM, dans certains espaces syndicaux. Il y a l'expérience quand même de l'OPT, l'organisation del Pueblo de Trabajadores, qui est liée au syndicat des électricistas, mais là aussi qui n'a pas réussi à se cristalliser vraiment comme une force politique qui était intéressante à ses débuts, mais qui n'a pas réussi à se cristalliser. Donc le scénario, de mon point de vue, c'est peut-être mon côté mouvementiste. Moi, je travaille sur tous ces mouvements sociaux. La seule chose qui pourrait faire changer les rapports de force, c'est la mobilisation populaire. Et on voit que dernièrement, par exemple, les femmes et les féministes déplacent les lignes. Et à mon avis, c'est par là que ça peut passer, et notamment par les femmes et les féministes qui, dans toute l'Amérique latine, sont en train de chambouler, y compris... Même si en Mexique, la droite a essayé d'instrumentaliser les luttes des femmes. C'est toute la discussion là-dessus. Souvent. Ils font bouger les lignes, je veux dire, y compris, et peut-être en premier, au sein des gauches, qui, pendant très longtemps, ont eu beaucoup de mal à incorporer l'idée du féminisme, de la lutte antipatriarcale, et qui s'organisent d'ailleurs de manière complètement autonome aujourd'hui. Elles ont bien raison de le faire. Et donc, l'autre chose sur les référents, l'autre question, enfin, quel référent, est-ce que ce ne serait pas l'opposition à Trump? En tout cas, ce n'est pas pour squeezer la question, mais pour aller
un peu au-delà, la question anti-impérialiste, elle reste un marqueur idéologique et identitaire des gauches latino-américaines, très fort, de la plupart des gauches latino-américaines. Et avec, à mon avis, un problème. C'est ce qu'on appelle en France le campisme, parfois, en tout cas, où cette idée que la géopolitique surdétermine l'ensemble des problèmes en Amérique latine. Et donc, finalement, le Venezuela, par exemple, du fait que le Venezuela est agressé et a des sanctions qui sont illégales, effectivement, qui font dénoncer des États-Unis contre l'économie vénézuélienne, cette agression impérialiste fait qu'on ne peut pas discuter des contradictions internes et de la faillite interne du Venezuela. Ça reste une question très forte au sein des gauches latino-américaines qui pose problème, à mon avis, pour lire de manière complexe là où on en est aujourd'hui. Je ne sais pas si je m'explique bien. C'est-à-dire la géopolitique ne justifie pas tout et ne peut pas écraser les contradictions internes des processus. Et ça, c'est une question qui n'est pas réglée au sein des gauches latino-américaines, mais qui n'est pas réglée non plus au sein des gauches européennes, d'ailleurs. Donc voilà, ce n'est pas du tout pour jeter l'opprobre, mais qui pose problème. Il y a un bon texte, à mon avis, de Pablo Stefanoni, publié récemment, sur ce que fait le Venezuela à la gauche latino-américaine. Enfin, lo que hace Venezuela a la izquierda latinoamericana, où il dit finalement le Venezuela est devenu un poids, y compris dans la perspective pour repenser la gauche en Amérique latine. Parce que si Cuba est à un moment l'exemple, je ne dirais pas le modèle, mais un exemple très très fort, le Venezuela l'est devenu au début des années 2000, mais aujourd'hui, il est devenu un exemple, un contre-exemple. Il est complètement négatif. En tout cas, qui pèse très fortement sur la perspective de l'émancipation, on va dire. En Colombie, les gens ne peuvent pas se réclamer être socialistes sans qu'on leur dise Castro chavista, venezolano, et c'est un vrai problème. C'est le seul pays d'Amérique latine où il n'y a jamais eu un gouvernement de gauche d'ailleurs, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et à l'heure actuelle, en Colombie, c'est très très dur pour les gauches d'exister avec le Venezuela et les problèmes des migrants. Même si quand même, là aussi, c'est intéressant de voir qu'en Colombie, Petro et tout ça, il y a une montée en force quand même de la gauche, malgré un contexte très hostile à la gauche en général. Une autre question, je ne sais pas si vous avez suivi Dussel, Enrique Dussel. Et c'est une réflexion sur la gauche en Amérique latine ou en général, et sur la conquête des mentalités quand il y a une certaine mobilité sociale, socio-économique, les classes moyennes, ou quand il y a une certaine mobilité, qui ne vient pas accompagnée une mentalité de coopération, de progressiste. Je ne sais pas qu'est-ce que vous pensez. Les classes moyennes qu'on crée peuvent se retourner contre la gauche. Les succès économiques en Bolivie ont pu créer des couches sociales qui ensuite c'est un peu ça. Oui, c'est ça. Oui. En tout cas, oui, c'est un argument qui est très très présent pour expliquer le reflux des progressistes. Par exemple, Garcia Linera, depuis qu'ils sont en Argentine avec Evo, c'est un des éléments sur lesquels il revient dans toutes ses conférences, mais il en avait déjà parlé avant, quand il était encore avant le coup d'État, en disant, en fait, on a permis, donc le PIB a été multiplié par 4 en Bolivie. La richesse nationale produite a été multipliée par 4, donc c'est considérable. Il y a une partie des secteurs populaires qui ont vécu une ascension sociale véritable. Hein. Au-delà même de leurs conditions matérielles immédiates, il y a eu une transformation des mentalités, etc. Et une des explications, ça serait que ces classes moyennes-là ont été perdues comme soutien aux masses, aux partis masses. Parce qu'il n'y a pas eu un travail en même temps de politisation de ces classes moyennes-là. Certes, c'est un élément, moi parfois j'ai l'impression que c'est un élément qui est mis en avant quand même pour déplacer ou pour ne pas parler aussi de pourquoi il y a toute une partie des basses populaires qui se sont éloignées du MAS.
Et donc ça, c'est quand même quelque chose qui est dans la discussion. De la même manière que dans la construction du chavisme, on voit aujourd'hui qu'il y a des pétares, des bastions des classes populaires ou même du... Ah, c'est la fin là, c'est la fin. Des bastions du vote du chavisme qui aujourd'hui soit s'abstiennent très massivement, bon ça fait longtemps mais encore plus qu'avant, soit votent contre Maduro. Donc il y a une perte de base populaire de la part de ces forces-là. C'est pas je veux dire, on ne peut pas accuser seulement les petites fractions de classe moyenne ascendante qui sont fragiles, très fragiles dans leur ascension, d'être la responsable du coup d'État bolivien ou des reflux. C'est évidemment beaucoup plus compliqué que ça. Je crois que ces derniers points-là soulèvent une question essentielle, ou ces dernières discussions, c'est-à-dire ces gauches-là, leur capacité à construire un nouveau bloc hégémonique, pour le dire en termes un peu gramsciens, et qui implique des tensions, mais des articulations avec une grande diversité des secteurs sociaux et des classes sociales. Donc, c'est une question qui, sous d'autres modalités, se pose aussi aux États-Unis, sur le rapport, on va dire, de la gauche au centre, centres sans lesquels il n'est pas possible de construire une autre hégémonie. Le reste, ce sont des discussions, mais c'est mon point de vue personnel, académiques, des gauches, des témoignages qui sont ici et là importantes. Je ne parle pas des mouvements sociaux, je parle des gauches diverses qui ont été citées, qui, du point de vue, disons, de l'évolution des rapports des forces de la société, qui, du point de vue des grandes discussions sur les problèmes pour lesquels il y a un grand potentiel pour ces forces de gauche, disons, qui est l'inégalité, par exemple, en Amérique latine, ou croissante aux États-Unis, d'ailleurs, eh bien, la vraie discussion, c'est ça, disons, si on veut penser en termes, disons, d'évolution politique concrète. Les autres sont des scénarios, enfin, possibles. Bon. Donc, la question que je vous pose, c'est effectivement, dans cette tension-là, y a-t-il dans l'expérience récente, à contraire de ce que l'on dit habituellement, des choses positives ou pas? Ce n'est pas forcément, disons, pour que cela se traduise par des, on va dire, victoires électorales permanentes, si ça c'est le terrain. Je pense par exemple que là il y a des exemples très positifs du côté de l'Uruguay, puisque la question c'est non pas que les forces dites de gauche demeurent éternellement au pouvoir, mais qu'elles génèrent des irréversibilités pour faire avancer justement, si l'on suit toujours un discours de gauche et un projet de gauche, le recul des inégalités, un plus grand niveau de participation citoyenne, et une orientation du modèle de développement qui le permette d'être soutenable. Toutes ces conditions-là ne peuvent pas parfois être réunies simultanément. Parce que la Bolivie, j'ai écrit sur ça dans un ouvrage collectif qui a coordonné Carlos Ominami, était un très bon exemple de réussite économique, de gestion macroéconomique très sérieuse, alors que, disons, cette accusation de populisme que l'on fait à la gauche, c'est synonyme de laxisme, disons, d'irresponsabilité, disons, de donner au peuple des choses qu'il ne mériterait pas. Donc, voilà, la question, c'est, j'ai avancé un peu une réponse, mais vous voyez quelque chose d'autre dans d'autres expériences qui pourraient être positives, si on se situe dans cette optique-là, qui n'est pas forcément la seule ou celle que vous avez exprimée. Alors, je vais réagir comme je peux à cela en disant que toute la discussion aujourd'hui sur la viabilité de la candidature de Sanders porte sur la question de savoir s'il est éligible ou pas. Is he electable? Est-ce que le public général va vraiment voter pour lui, ou est-ce que face à Trump, il est mort parce qu'il est trop radical, trop classé à gauche? C'est une question qu'on se pose énormément en ce moment. La réponse de la campagne de Sanders, c'est que oui, parce que Sanders peut faire entrer en ligne de compte beaucoup de personnes qui n'ont pas l'habitude de voter, beaucoup de jeunes que la campagne réussit à mobiliser,
On a vu ça lors des primaires, dans le Nevada, dans l'Iowa, beaucoup de jeunes issus de l'immigration, beaucoup de travailleurs immigrés naturalisés qui peuvent voter, qui sont allés voter pour lui dans les primaires. Je pense qu'il y a des gisements de votes qui font que cette candidature est plus viable qu'on le dit, surtout quand on imagine ce que pourrait être en novembre ou avant novembre l'affrontement entre Trump et son adversaire. Je vois beaucoup mieux Bernie Sanders dans cette épreuve que Joe Biden, malheureusement. C'est mon avis. Autre façon de répondre à ce que tu développais, c'est que certaines, comme je le disais à l'instant, certaines idées issues de la gauche sont devenues un peu contagieuses dans le programme du Parti démocrate. Le Parti démocrate n'a pas de programme en tant que tel, il n'y a pas d'instance qui élabore le programme. Le seul programme qui existe, c'est la plateforme présidentielle tous les 4 ans. Mais néanmoins, certaines idées portées par les candidats, on les a entendues ces idées, on les a d'abord entendues à gauche et ensuite sont devenues un peu, ont été empruntées par d'autres éléments réputés plus modérés chez les démocrates. Je crois que je vais en rester là pour l'instant. L'espace, le raisonnement spontané de l'appareil démocrate, du comité national du Parti démocrate, c'est que un candidat réputé trop à gauche ne peut jamais gagner. C'est le suicide. Face à Trump, on est mort si on présente Sanders. Moi, je ne crois pas que ce soit le cas. Je pense que c'est plutôt l'inverse c'est l'autre danger que je vois. Biden face à Trump, je vois mal, je vois à peu près la même issue qu'en 2016 avec la sous-mobilisation en faveur de Hillary Sanders, candidate réputée modérée, centriste et sûre. Eh bien non, personne n'est sorti pour elle. Elle a gagné le vote populaire à l'échelle nationale, mais là où ça comptait, les gens sont restés chez eux et Trump a pu sauter dans cette brèche-là. Bref, voilà. États-Unis. Maintenant, on va appliquer tout son programme. Et moi, dans ce qui pêche un peu dans vos exposés, c'est qu'on a sous-estimé la distribution du pouvoir dans la société. Revenons au cas du Mexique. Ce n'est pas primaire exportateur, mais il est totalement spécialisé dans les chaînes de valeur. Donc la marge de manœuvre limitée, c'est qu'il ne peut pas beaucoup changer dans la structure productive. Et si le nom de la gauche était être capable de changer la structure productive pour satisfaire les besoins de la société, pauvre malheur. Enfin, et donc voilà, donc la question que je vous pose, c'est il faudrait analyser beaucoup plus subtilement, si vous voulez, la distribution du pouvoir économique, la distribution dans la formation des idées, qui joue quand même un rôle, vous voyez, les assimilations, même en France, hein, le socialisme, c'est Chavez, le problème. Vous voyez, le degré zéro, donc il faut tenir compte de cette transmutation des idées légitimes. Puis le processus politique, c'est-à-dire, moi ce qui m'impressionne beaucoup, c'est quand même l'idiosyncraticité de tous les mécanismes qui aboutissent à la formation d'une coalition. Et troisième élément, ce qu'un politologue français appelle la force de l'État. Maintenant, le président a gagné, il a un parlement avec lui. Est-ce qu'il a une force de l'État capable d'imposer les changements? Et à mon avis, c'est là, c'est là le point majeur de cette dynamique. Et du coup, moi, je trouve qu'il manque les instances complètes dans cette dynamique. J'ai beaucoup aimé votre exposition, j'en profite pour 2 autres remarques. Au début, Franck a un truc gauche, droite, duo, et puis au fur et à mesure qu'on s'en va, on voit des configurations tout à fait originales. Et ça me plaît. Donc, la Colombie n'est pas la Bolivie. Et alors, dernier point, moi j'étudie beaucoup le Mexique, et le Mexique est le maudit. Parce qu'il a dépassé le modèle primaire exportateur extractif, il s'est articulé au flux, et hélas, son modèle est bâti sur la précarisation de l'emploi, la baisse des salaires, la flexibilité, sans compter même les voies de violence. Donc on voit bien qu'il y a un problème de pouvoir économique, pouvoir des médias, pouvoir des intellectuels et capacité. Alors, dernier point, AMLO a été élu enfin démocratiquement. Le peuple a voté et là, sa légitimité électorale et citoyenne est intégrale. Mais la difficulté, ont voté pour lui ceux qui sont dénués de pouvoir, quasiment
si on veut pousser à l'extrême. Et donc, est-ce que c'est pas ça la véritable question de la gauche? Donc, je vous ai trouvé... et dernier point, j'aime pas l'idée de la gauche, le populisme, la globalisation, tout ça, parce que on emprunte des termes venus du journalisme, venus de l'action politique, et on le convertit en des catégories analytiques. Et ça, c'est toujours... par exemple, moi, j'écris très tôt, globalisation, faites attention, ça veut dire interdépendance, domination. On décline toute une série. On partage les virus, on partage les migrants. Je veux dire, dites-moi là. Et donc, ça, c'est très important. Du coup, est-ce qu'on n'a pas intérêt à redéfinir qu'est-ce qu'un programme de gauche fait analytiquement? Alors, dernier point, j'étais en désaccord avec vous sur le Brésil. Le PT a créé un mouvement qui, certes, était moins violent, moins unanime que celui de la Bolivie. Mais le PT est arrivé au pouvoir en labourant la société salariale, qui, hélas, était toute petite dans le Brésil. Donc, ce qu'il faudrait aussi regarder, c'est pas un cycle global d'Amérique latine. Chaque pays a son propre cycle. Est-ce qu'il ne faudrait pas resynchroniser par rapport à l'émergence des mouvements sociaux qui se présentent? C'est l'exemple du péronisme. Hein. On pourrait faire l'histoire. Le péronisme d'aujourd'hui n'est pas le péronisme. Et voir alors les processus qui conduisent à la mobilisation, la conquête de l'État, la naissance de l'espoir, et son échec presque endogène. Voilà. Est-ce que ça ne serait pas une bonne façon de resynchroniser les études, non pas au temps calendaire d'aujourd'hui, 2020, mais au temps de constitution des processus? Et donc, ça serait mon argument, c'est réintroduire les processus historiques. Et là, on apprendrait beaucoup de cette dynamique-là. Je peux y aller? Non, mais sur la question, par exemple, de globalisation populiste, non, j'ai au contraire dit que c'était des étiquettes infamantes qui, justement, on a même fait un débat là-dessus à l'IDA. Mais du coup, dans un exposé, un académique n'a pas le droit de dire je vais partir, par exemple, il vaut mieux partir de l'écart, ce que vous avez fait. Enfin, ouais. Disons que je m'en sers pas justement parce que ça pose problème. Sur la diversité, moi, oui, c'est exactement ça. Je pense que au-delà de l'idée de tourner à gauche, ce que j'ai essayé quand même d'insister, c'est chaque expérience nationale est une expérience en soi. Et donc, il faut évidemment la réincorporer dans son expérience nationale. Mais globalement, moi, je suis d'accord avec ce que vous avez dit sur là où l'obstacle principal qu'ont rencontré ces expériences, c'est qu'ils ont réussi effectivement à améliorer très clairement pendant le moment du boom des matières premières ou de l'embellie économique, les niveaux de pauvreté, même pour la première fois une baisse des inégalités, l'accès à la santé, à l'éducation, les infrastructures très souvent, mais les rapports de propriété, eux, se sont maintenus. Et donc, et dans un contexte ensuite de récession, ben c'est là où on rentre dans le dur. C'était le dernier gouvernement Dilma, par exemple, qui était obligé de commencer à appliquer des mesures d'austérité parce qu'ils étaient... Donc là, effectivement, disons qu'il y a eu une transformation symbolique, par exemple en Bolivie très forte, une transformation des conditions matérielles des plus pauvres pendant une période assez longue, mais pas une transformation structurelle des rapports de classe, on pourrait dire. Oui, ben ça, je suis d'accord, 100% d'accord avec ça. Et là, la difficulté, c'est que dans ce moment de reflux, et ceux qui ont voulu reprendre le dessus, ben, c'était, les oligarchies historiques, ceux qui ont maintenu effectivement non seulement le pouvoir de propriété, le pouvoir de domination économique, les médias, et là, qui ont joué un rôle capital, on l'a vu très clairement, parfois des médias aussi réseaux sociaux. Donc oui, je suis tout à fait d'accord. Et donc, ça pose la question qu'a mise en avant Carlos Kenan, c'est celle du possibilisme, en fait. Qu'est-ce qui est possible? Parce qu'on peut dire, oui, il y a d'un côté gauche de témoignage et la gauche qui réussit en fait à avoir, par exemple, l'appareil d'État à commencer à gérer le pays. Mais en même temps, si on dit un des critères, c'est le recul des inégalités, l'amélioration des conditions sociales du plus grand nombre, etc. Mais même ceux qui ont à un moment donné réussi à créer un bloc hégémonique en ce sens-là, il y a plusieurs pays où finalement on voit à la baisse tout ça. Le niveau de la pauvreté, les inégalités repartent à la hausse, sous le dernier gouvernement Dilma, par exemple. Donc, la question de créer un bloc hégémonique, oui, effectivement, c'est ça le défi politique, finalement, pour toute force politique, qu'elle soit à droite ou à gauche.
La question, c'est avec qui le construire, comment le construire, et jusqu'à quel prix, ou, disons pour le dire autrement, parfois les alliances ou le coût des alliances pour la création du bloc hégémonique est tellement fort qu'il coûte la destruction de l'expérience mise en place. Je pense par exemple au Brésil. L'idée, c'était de s'allier le plus largement possible, y compris avec le centre-droit, parce que surtout dans le cas du parlementarisme éclaté, enfin du présidentialisme de coalition brésilien, c'était très compliqué. Mais en même temps, c'est ces alliances-là qui se sont retournées ensuite contre le PT. Donc c'est là un peu le défi. Où est-ce qu'on place la création du bloc hégémonique? Mais effectivement, c'est ça. Et la question du rapport de force, peut-être qu'une clé, c'est, et là Garcia Linera au moins le dit, même s'il ne le pratique pas forcément, il insiste sur maintenir un bloc hégémonique dans des sociétés aussi inégalitaires, aussi racisées, aussi colonialisées que l'Amérique latine. Ça signifie maintenir des niveaux, des rapports de force et de mobilisation qui permettent de maintenir en permanence dans un coin, on va dire, les oligarchies, les classes dominantes qui vous attaquent. Et c'est ce qu'au bout d'un moment, le MAS n'a pas réussi à maintenir, cette pression-là, on va dire. C'est mon avis en tout cas. Je veux revenir sur le cas du Brésil, demander sur les questions de mobilisation de 2013, parce que c'était au début des mobilisations de gauche, des mouvements sociaux de gauche. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'intellectuels au Brésil qui pensent que c'était le début de mobilisation de droite. Donc, comment vous trouvez cette situation? Comment vous analysez cette situation? Merci. Alors pour revenir aux États-Unis, j'ai entendu à la radio que des employés de haut niveau, d'assez haut niveau des GAFA en Californie voteraient plutôt Sanders que Biden. Pour quelle raison? J'ai aussi une question sur le terrain américain à propos en fait de Sanders qui a répondu aux accusations comme quoi il était en fait un représentant des libéraux blancs du Nord-Est, quoi, en essayant de créer un peu une coalition des mobilisations, une espèce de coalition arc-en-ciel. Ça me rappelle un peu les années 80 avec Jesse Jackson, quelque chose qui rassemble largement à l'intérieur des démocrates. Voilà. Moi, ça m'évoque les critiques de l'historien Mark Lilla, qui a dit il y a 5 ans, au moment de l'élection de Trump, que en fait, c'était la gauche multiculturelle qui avait fait faillite et qui avait été incapable d'attirer l'électorat ouvrier derrière sa bannière parce qu'elle s'était dispersée sur une multitude de terrains qui ne parlaient plus du tout en fait à l'électorat populaire que Trump avait emporté. Voilà. Et donc voilà, j'aurais aimé vous entendre là-dessus. Non, peut-être pas. Très brièvement. Alors, je voudrais d'abord souhaiter répondre à un point que vous avez soulevé à propos de quelles seraient les possibilités de Sanders si jamais il était élu. Je ne suis pas extrêmement optimiste. Hein. Je pense que, même si j'ai communiqué un certain enthousiasme pour la campagne, parce que c'est une campagne qui a pris un petit air un peu révolutionnaire face aux résistances qu'il y a en face. On est en train, même si on ne demande pas le ciel, il y a un mur en face et il y a des petits accents révolutionnaires dans cette campagne. Mais une fois au pouvoir, que fait un président Sanders? Tout dépend s'il a une majorité avec lui dans les deux chambres, et quelle majorité et quels démocrates sont avec lui. Est-ce que ce sont des démocrates qui ressemblent tous et toutes à Alexandria Ocasio-Cortez? Ce n'est pas probable. Il faudra les pousser beaucoup. Il y a des domaines de la politique présidentielle où il y a plus d'autonomie. Il y a la politique étrangère où un président Sanders pourrait faire pas mal de choses déjà.
Mais dans d'autres domaines, ça serait extrêmement difficile, à moins d'être tenté d'abuser du pouvoir exécutif pour contourner le Congrès. Là, je ne suis pas extrêmement optimiste. Pour répondre très très brièvement à Olivier, ça ressemble un peu par certains côtés au Rainbow Coalition de Jesse Jackson dans les années 80, mais je pense que on est passé par plusieurs générations d'actions et de réflexions sur l'unité dans la diversité d'un mouvement de gauche. Et je pense que Bernie Sanders a trouvé excusez-moi si je donne l'impression de faire un peu le propagandiste pour cette campagne, c'est un peu le cas, mais je trouve qu'on a trouvé une meilleure synthèse que d'habitude pour unifier la diversité. Une des personnes qui a inventé le concept de identity politics dans les années 70, une intellectuelle afro-américaine nommée Barbara Smith a soutenu publiquement la campagne de Sanders en disant qu'on n'a jamais voulu dire, en parlant de identity politics et en parlant d'intersectionnalité, qu'on voulait se battre uniquement pour nous, les femmes noires, lesbiennes, etc. Non, on se bat pour tout le monde et ce mouvement, je l'ai rejoint parce qu'on se bat pour tout le monde, il y a une intersectionnalité des luttes. Je ne sais pas si on est arrivé tout à fait à ce stade à l'époque de Jesse Jackson. Je pense qu'on est allé plus loin, qu'on a face à quelque chose de plus intéressant, qui laisse loin derrière nous, heureusement, les débats comme ceux soulevés par Mark Lille, qui se plaint de la gauche, qui n'est pas capable d'être vraiment de gauche parce que trop multiculturel. Je pense qu'on est en train de résoudre ce problème-là par une synthèse intéressante. Donc sur la question Brésil, juin 2013, ça soulève plusieurs autres questions. Par exemple, une intellectuelle qui est décédée il y a quelques années, Martha Hanecker, elle parlait, donc une marxiste althussérienne, justement, on est à l'ENL, elle a étudié ici. Elle parlait toujours de la gauche sociale et politique. La gauche sociale et la gauche politique. Et en fait, ce qu'on voit dans la dernière période, c'est que quand elle disait gauche sociale, elle pensait aux mouvements sociaux. Sauf qu'on voit très clairement dans la période, c'est qu'il y a des grands mouvements populaires, des grands mouvements de masse, on pourrait dire, qui ne sont pas forcément à gauche, voire qui sont carrément du côté de forces réactionnaires, conservatrices, évangélistes. Et donc ça, c'est important parce que en général, on a un peu le réflexe de dire mouvement social, c'est forcément progressiste ou de gauche. Évidemment, non. On voit à quel point les évangélistes sont capables de mobiliser, notamment au Brésil, mais pas qu'au Brésil, et de mettre beaucoup de monde dans la rue. Ça a été le cas au Brésil, où ils ont mis des millions de personnes dans la rue. Alors, ce n'est pas eux, en fait. Juin 2013, initialement, effectivement, on voit justement les reconfigurations des relations entre le PT et une partie des secteurs sociaux urbains, notamment de ceux qui vivent dans les grandes villes, qui ont un accès aux services dégradés, qui sont souvent diplômés d'ailleurs, et qui ont commencé à revendiquer sur les questions de transport et de l'amélioration des infrastructures urbaines, initialement pas dans une perspective réactionnaire, mais de critique par rapport aux gestions au niveau fédéral, mais très souvent aussi au niveau municipal du PT. Donc là, il y a eu une première tension entre une mobilisation collective et le PT, qui est quand même un parti issu des mobilisations collectives, notamment ouvrières, même si c'est un horizon un peu plus éloigné. Sauf qu'à ce moment-là, on est déjà dans la phase de reflux ou de dégradation de justement la capacité hégémonique du PT. Et on a très bien vu qu'il y a très rapidement un secteur des droites sociales, on pourrait dire, qui a cherché à à dominer ce mouvement de contestation de juin 2013. Il n'y a pas très longtemps, il y a Luis Barbosa dos Santos qui est venu présenter son bouquin ici sur de Lula à Bolsonaro, et maintenant il le présente ces jours-ci à Londres. Et pour lui, comme pour beaucoup, la date du reflux réel pour le PT ou de la dégradation des rapports de force, c'est juin 2013. C'est là qu'il le place. Et il y a beaucoup de sociologues qui le passent en juin 2013, où on voit que le PT n'est plus en capacité de mobiliser lui-même par en bas, et même il se fait déborder par des secteurs, disons, conservateurs et rapidement réactionnaires. Et c'est quand même une date en ce sens. Alors c'est pas pour dire c'est une mobilisation de gauche ou de droite, c'est une mobilisation sociale au départ, et qui ensuite, chacun va essayer de jouer un rôle dans celle-ci.
réaction, je ne suis pas disons, dans ma zone de confort en parlant de ça, et je pourrais parler d'économie ou des aspects économiques. Mais par rapport à cette question de la gauche sociale et de la gauche politique, effectivement, là, cette catégorisation est un peu obsolète vu les interactions et ce que tu viens d'évoquer sur la mutation de certains mouvements sociaux en mouvements politiques, quelles que soient les médiations, mais qui marquent toujours la pratique politique du PT, par exemple. Mais il y a aussi une troisième, que je vous soumets là, parce que je crois avoir lu quelque part, mais qui explique les évolutions des régimes politiques lorsque cette troisième gauche arrive aux affaires, qui est une gauche militaire ou militariste. Parce que ce n'est peut-être pas par hasard que Cuba, Nicaragua et le Venezuela ont, disons, des déficits démocratiques, pour le dire d'une certaine manière, importants. Je comprends bien qu'il y a des circonstances historiques spécifiques, et bien évidemment, on ne tombe pas dans le simplisme de dire que, disons, régime totalitaire, etc. Je crois qu'il y a des nuances à apporter, mais des dérives de ce type-là. Donc ça, c'est la première observation. Qu'est-ce que vous en pensez, disons, d'intégrer cette dimension-là? Et puis l'autre, c'est que, et je reviens sur cette problématique, n'est-ce pas, de l'interaction de diverses composantes, n'est-ce pas, d'un bloc hégémonique qui doit définir, disons, pas mal de choses au niveau de l'appareil productif, de la matrice productive, etc. Et ce n'est pas évident parce qu'il y a des intérêts contradictoires là-dedans, mais il y a aussi les réalités politiques. Et ce n'est pas forcément du possibilisme. C'est-à-dire qu'il n'y avait aucune, mais je souligne, aucune chance d'une évolution politique qui pose, ne serait-ce que de manière initiale, la perspective d'une transformation au Brésil, si le PT ne passait pas une alliance avec les forces du centre. Parce que, je le rappelle, le PT n'a jamais eu de majorité parlementaire. Le meilleur moment, c'était 100 députés sur 500. Donc, c'est la configuration politique et institutionnelle d'un pays très fédéral, très éclaté, où il n'y avait pas de partis nationaux, d'ailleurs presque jusqu'à le PSDB de Fernando Henrique et le PT de Lula. Donc tout ça, il faut prendre en considération, c'est que, disons, il n'y a pas le possibilisme et une autre chose qui serait... non, il n'y a que ça. Sur les travailleurs GAFA, je ne connais pas très bien le dossier, mais je pense que c'est lié aux conditions de travail, à la précarité, j'ai lu 3 lignes là-dessus dans la presse aussi, et je pense que c'est une des zones où même s'il y a un mouvement qui n'est pas très formé, même si on n'est pas dans le milieu des syndicalistes, des enseignants très, très organisés et qui forment des équipes volantes pour aller aider Bernie Sanders sur tous les terrains électoraux, même si on n'est pas dans ce cas de figure, je pense qu'il y a des catégories de salariés, Uber, McDo et autres qui suivent cette campagne et qui apportent leur soutien. Oui, c'est vrai que la question des militaires, on n'a pas du tout abordé, et c'est vrai que c'est une question importante. Le rapport des gauches et des progressismes aux forces militaires, c'est quand même quelque chose de tout à fait central. On le voit que c'est l'alliance civico-militaire qui est au cœur du chavisme, même de sa montée en force, jusqu'à aujourd'hui. Il y a beaucoup d'analystes qui travaillent sur le Venezuela, ce n'est pas mon cas, qui disent que le fait que Maduro soit encore en place et réussi à passer quand même des zones de tempête assez incroyables, c'est notamment parce qu'il a réussi à maintenir la fidélité des forces armées bolivariennes, les FAB qui sont en plus d'être un poids une force stabilisante du pouvoir politique, ont de plus en plus un poids économique, notamment dans la zone de l'Orénoque. Un peu comme à Cuba, beaucoup plus à Cuba, on sait à quel point les forces armées sont un acteur économique central. Et si on lisait la Bolivie, voilà, il faudrait voir qu'est-ce qui s'est passé entre le MAS et les forces armées. Alors que pourtant, Evo Morales a vraiment bien traité pendant toute la période avec des investissements, la modernisation de l'armement, etc. Mais il n'a pas réussi à dompter de cette manière le lion, on va dire, que sont les forces armées, même si le principal, le chef des forces armées était lui. Il disait que c'était son frère Evo Morales, mais les officiers autour de lui, pas vraiment.
Donc les forces armées confirment quand même une fois de plus à quel point elles sont un acteur politique dans des moments clés de l'histoire latino-américaine et qui pèsent très fortement du côté de l'oligarchie plutôt que des classes populaires, on va dire. Et après, sur le Brésil, oui, effectivement. Mais en fait, c'est... Dans la perspective institutionnelle brésilienne, effectivement, au bout de 4 fois, Lula a dit la seule manière d'y arriver, c'est en faisant les alliances les plus larges possibles pour non seulement gagner et en plus stabiliser ensuite le gouvernement. Ça c'est très très clair. Puisqu'il n'y a aucune possibilité d'avoir une majorité dans le Brésil actuel. Mais en même temps, si on regarde l'arc de force des gauches, parce que je reste quand même sur cette diversité, mais il y a d'autres gauches qui disent non, la seule perspective possible, c'est construire de manière depuis le territoire, depuis l'autogestion, etc. Alors on peut dire oui, mais ça ne vaut rien. Mais ça vaut quand même quelque chose. Il y a quand même des expériences, mais bon, qui sont limitées du fait de leur force locale, on va dire, effectivement, qui n'arrivent pas à changer les rapports de force au niveau national. Et il y a encore une troisième gauche, on peut le dire comme ça, qui, elle, pense toujours que la seule solution, c'est... alors aujourd'hui, ce n'est pas l'option la voie armée, parce que là, c'est très, très minoritaire dans les gauches latino-américaines, à part quelques forces autour des FARC, etc. Même pas plus les FARC aujourd'hui et le LN. Bon... Mais par contre, qui pensent toujours que la seule voie possible, c'est une grève insurrectionnelle qui va là rompre l'appareil d'État. C'est une troisième gauche qui existe, qui est très minoritaire effectivement, mais par exemple qui existe en Argentine autour du FIT, alors qui est minoritaire, mais quand même a une influence politique importante et de manière beaucoup plus marginale dans d'autres pays. Et on n'a pas parlé, j'ai trahi mon pays... d'adoption, c'est la situation chilienne, où l'expérience du Frente Amplio est, de manière très accélérée, assez catastrophique. Enfin, en tout cas, ils sont dans un état très, très délabré aujourd'hui. Ils sont en train de se partir en morceaux, en fait, alors que ça aurait dû être le moment historique pour eux de pouvoir affirmer qu'une autre gauche est possible. Je crois qu'on doit... hélas, finir la grève, comme dirait Maurice. Mais néanmoins, nous avons créé un rapport de force de façon à proposer une deuxième séance, un deuxième moment, donc après avoir défriché le terrain sur la question des transformations sociales radicales ou de leurs possibilités, ou en tout cas des modèles qui sont encore aujourd'hui vigentes, d'actualité ou pas. J'ai réussi le tour de force d'être... modérateur ou discutant sans rien discuter, mais c'était bien mieux, je crois, en bas à gauche, que ce soit la salle qui ait la parole. Et je vous invite toutes et tous à la prochaine séance du séminaire Perspectives transaméricaines, IDEA-ENS, qui sera consacrée à la question de l'esclavage dans les Amériques à la période moderne, et qui aura lieu le 31 mars. Donc ce ne sera pas là le premier mardi, mais bon, pour des questions calendaires. Donc voilà, ce sera aussi l'occasion de se revoir toutes et tous. Et je vous invite également à consulter le site de l'IDEA, pour celles et ceux qui le veulent, pour tout ce qui est l'accompagnement à la fois des enseignants-chercheurs, des étudiants, des étudiantes, des offres qui sont proposées au niveau doctoral et au-delà. Merci beaucoup et à très bientôt. Et merci à nos deux intervenants, bien entendu, Jim et Franck.